À 40 ans, Franck Ribéry n'avait plus rien à prouver, ni sur un terrain, ni dans une vitrine de trophées. À Munich, il était déjà entré dans l'histoire, en silence, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. C'est pourtant à ce moment précis qu'il a laissé échapper une phrase inattendue. Pas devant les caméras françaises, pas dans un entretien officiel. Une phrase murmurée en coulisses, presque banale en apparence. Je n'oublierai jamais Zaya. En France, ces quelques mots ont suffi à raviver une affaire que la justice avait pourtant refermée depuis longtemps. Pourquoi maintenant ? Pourquoi réveiller un passé que beaucoup auraient préféré garder enfoui ? Ribéry ne cherchait ni à provoquer, ni à se justifier. Il constatait simplement une vérité intime. Certaines histoires ne disparaissent jamais vraiment. Elles restent accrochées à un visage, à un nom, à une réputation. Surtout lorsque cet homme n'a jamais correspondu à l'image rassurante que la nation aime projeter sur ses héros. Depuis ses débuts, Franck Ribéry dérange. Son langage direct, son accent, sa foi assumée, son visage marqué. Il n'a jamais été l'icône lisse et consensuelle que la France affectionne. Bien avant les scandales, bien avant les unes, une distance s'était déjà installée. Une méfiance sourde, difficile à nommer. Et si cette histoire n'était pas seulement celle d'un joueur mêlé à une affaire? Et si elle racontait autre chose? Le rapport compliqué d'un pays avec un homme trop entier, trop différent, trop visible dans ses failles, un regard collectif qui juge avant d'écouter, qui classe avant de comprendre. Alors une question demeure, inconfortable et persistante. Franck Ribéry a-t-il réellement tourné le dos à la France? Ou bien la France n'a-t-elle jamais vraiment accepté de le regarder comme l'un des siens? Franck Ribéry n'est pas devenu différent avec la célébrité. Il l'était déjà bien avant les stades pleins, les hymnes et les caméras. Sa différence s'est inscrite sur son visage alors qu'il n'était encore qu'un enfant, dans un accident de voiture qui a laissé une cicatrice profonde, visible, impossible à dissimuler. Un détail physique, en apparence, un signe, en réalité. Très tôt, cette marque devient un regard, celui des autres. À Boulogne-sur-Mer, Ribéry grandit dans un environnement modeste, sans protection particulière. Il apprend vite que l'on peut être jugé avant même d'avoir parlé. La cicatrice attire les moqueries, les surnoms, parfois la cruauté. Il n'est pas encore footballeur. Il est déjà celui que l'on regarde autrement. Dans cette enfance cabossée, le football n'est pas une échappatoire romantique, c'est un moyen d'exister. Sur le terrain, le corps parle à la place des mots. La vitesse, l'impact, l'énergie deviennent un langage. Ribéry joue comme on se défend, sans élégance calculée, sans retenue. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à tenir debout. Ce rapport frontal au monde façonne l'homme autant que le joueur. Ribéry n'apprend jamais à lisser ce qu'il est. Il ne sait pas se rendre acceptable. Plus tard, cette authenticité sera saluée en Allemagne. En France, elle sera souvent perçue comme un problème. Déjà enfant, il comprend que la différence ne se négocie pas, elle se porte. À l'adolescence, les clubs se succèdent. Les parcours sont chaotiques. Rien n'est simple, rien n'est linéaire. Ribéry n'entre jamais par la grande porte. Il arrive par les côtés, parfois par accident. Chaque étape est une épreuve supplémentaire. Et à chaque fois, il survit plus qu'il ne triomphe. Cette construction lente, rude, laisse une empreinte durable. Ribéry devient un homme méfiant, instinctif, entier. Un homme qui ne s'explique pas facilement, mais qui ressent tout intensément. Cette sensibilité à fleur de peau, souvent interprétée comme de la brutalité, est en réalité le résultat d'années passées à se protéger. Bien avant les polémiques, bien avant les scandales, Franck Ribéry portait déjà une étiquette silencieuse, celle de celui qui ne correspond pas, celle de l'enfant marqué, devenu adulte, sous surveillance. Et cette différence originelle ne cessera jamais de le poursuivre. Lorsque la carrière de Franck Ribéry décolle enfin, rien ne se fait dans la facilité. Il ne surgit pas comme un prodige attendu, mais comme un joueur qui s'impose par l'urgence. À Marseille, puis en équipe de France, il joue avec une intensité presque excessive, comme si chaque match était une épreuve de légitimité. Son football n'est pas élégant au sens classique. Il est frontal, imprévisible, parfois brut, et pourtant, il électrise. La Coupe du Monde en Allemagne marque un tournant. Ribéry n'est plus seulement un espoir.
Il devient une figure. Son but contre l'Espagne, son culot, son audace, sa façon d'attaquer sans demander l'autorisation l'installe dans le cœur des supporters. Pendant un instant, la France semble prête à l'aimer, mais cet amour reste conditionnel. Admirer le joueur ne signifie pas accepter l'homme. Le transfert au Bayern Munich change tout. En Bavière, Ribéry trouve un environnement qui ne cherche pas à le corriger. On ne lui demande pas de parler autrement, de se comporter autrement, d'être plus présentable. On lui demande de jouer, de se battre, de gagner. Et il répond. Année après année, il devient une référence. Non pas malgré ses aspérités, mais grâce à elle. Son duo avec Arjen Robben incarne une forme de football instinctif, direct, sans compromis. En Allemagne, cette intensité est respectée. Pendant ce temps, en France, le regard reste ambigu. Ribéry gagne, mais il ne rassure pas. Son langage est moqué, son comportement commenté, sa foi scrutée. Il n'est jamais totalement célébré sans réserve. Là où d'autres stars sont excusées pour leurs excès, lui est constamment rappelé à l'ordre, comme s'il devait sans cesse prouver qu'il mérite sa place. Le sommet de cette reconnaissance contrariée arrive en 2013. Ribéry remporte la Ligue des Champions, le triplé avec le Bayern, et s'impose comme l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe. Sa 3e place au Ballon d'Or consacre son niveau, mais même là, un malaise subsiste. En France, le débat ne porte pas seulement sur le football. Il glisse vers l'attitude, l'image, la représentation. Ce décalage révèle quelque chose de plus profond. En Allemagne, Ribéry est perçu comme un guerrier, un survivant, un homme fidèle à lui-même. En France, il reste souvent un corps étranger. La réussite n'efface pas la différence. Elle la rend plus visible encore. Chaque victoire amplifie les attentes. Chaque faux pas devient une confirmation des doutes. Ainsi, au moment même où il atteint son apogée sportive, Franck Ribéry demeure fragile dans l'imaginaire collectif français. Admiré, mais jamais pleinement adopté. Reconnu, mais rarement protégé. La gloire est là, incontestable. La grâce, elle, reste absente. Le scandale n'est jamais un simple événement. Il est toujours le révélateur d'un climat. Avril 2010. Le nom de Zaya surgit dans l'espace médiatique français comme une déflagration. En quelques heures, une affaire judiciaire encore floue devient un sujet national. Les nuances disparaissent aussitôt. La temporalité du droit est balayée par l'urgence morale. Il ne s'agit plus de comprendre, mais de juger. Très rapidement, Franck Ribéry cesse d'être un joueur de football. Il devient un symbole. Pas celui de l'affaire elle-même, mais celui de tout ce qu'une partie de l'opinion rejette déjà en silence. Une star issue de la marge, trop visible dans ses excès, trop éloignée des codes attendus. Le scandale ne crée pas cette image, il l'active. Dans les médias, le récit se fige presque instantanément. Les mots sont lourds, les titres accusateurs, les raccourcis assumés. Peu importe que la justice n'ait encore rien établi, peu importe la complexité des faits. L'histoire est déjà écrite. Ribéry est coupable d'une faute morale, et cette faute suffit. Elle dépasse le cadre juridique, elle touche à la représentation, à ce que la France accepte ou refuse chez ceux qui la représentent. Ce basculement est fondamental. Car à partir de cet instant, 2 récits avancent en parallèle sans jamais se rencontrer. D'un côté, celui de la justice, lent, méthodique, attentif aux faits. De l'autre, celui de l'opinion publique, rapide, émotionnel, définitif. Ribéry se retrouve pris entre ces 2 mondes, blanchi par l'un, condamné par l'autre. Dans cette affaire, un détail change tout. L'âge de Zaya. 17 ans, au moment des faits. Une frontière juridique claire. Une ligne rouge symbolique encore plus forte. Ribéry reconnaît une relation. Il nie avoir eu connaissance de la minorité. Cette distinction, essentielle pour le droit, devient insignifiante dans l'espace médiatique. La complexité n'intéresse plus. Le doute est interprété comme une stratégie, le silence comme une fuite. Les plateaux de télévision s'enchaînent, les débats s'enveniment. Le football n'est plus qu'un décor. On parle de morale, d'exemplarité, de honte. Ribéry incarne soudain un malaise collectif, celui d'un sport perçu comme déconnecté, celui d'élites populaires jugées indignes.
celui d'une réussite trop brute pour être admirée sans réserve. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle la présomption d'innocence disparaît. Ribéry n'est pas traité comme un justiciable, mais comme un dossier déjà clos. Sa parole est suspecte par nature. Son passé, son langage, son image alimentent la méfiance, comme si l'affaire venait confirmer une intuition ancienne, comme si elle validait enfin ce que certains pensaient déjà de lui. Dans l'intimité, la violence est immense. Sa famille est exposée, son épouse, jusque-là discrète, se retrouve projetée sous les projecteurs, les enfants sont mentionnés, observés, commentés. Ribéry se tait. Ce silence, pourtant, n'est jamais interprété comme une retenue. Il est lu comme une culpabilité tacite. Dans l'espace public français, se taire, c'est déjà perdre. Sur le terrain, il continue. Il joue, il gagne, il marque. Mais quelque chose a changé. Chaque performance est regardée à travers le prisme du scandale. Chaque geste est chargé d'une signification qui dépasse le football. Ribéry n'est plus évalué pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente. Le joueur disparaît derrière le symbole. Lorsque la justice rend finalement sa décision, plusieurs années plus tard, le contraste est brutal, relaxé, blanchi. Aucune preuve ne permet d'établir qu'il avait connaissance de la minorité. Sur le plan légal, l'affaire est close. Mais dans l'espace médiatique, il n'y a pas de réhabilitation, pas de retour en arrière, pas de mea culpa collectif. Cette absence est lourde de sens. Elle montre que le scandale n'était pas seulement une affaire de faits, mais de récits. Une fois que le récit est figé, la réalité n'a plus prise. La décision de justice arrive trop tard, dans un pays qui a déjà tourné la page sans jamais corriger l'histoire qu'il s'est racontée. Le nom de Zaya reste alors accroché à celui de Ribéry comme une étiquette indélébile, non pas comme une affaire juridique, mais comme un marqueur moral, une frontière invisible qu'il ne pourra jamais franchir. Chaque retour en équipe de France, chaque apparition publique réactive cette mémoire figée. La blessure ne se referme pas, elle s'installe. Ce scandale agit comme un miroir grossissant. Il révèle une mécanique plus profonde. En France, certaines figures n'ont droit qu'à une seule lecture, une seule chance. Lorsqu'elle dévient, ou simplement lorsqu'elle dérange, la sanction est durable. Elle ne cherche pas la réparation. Elle organise l'exclusion symbolique. Pour Ribéry, l'affaire Zaya ne marque pas seulement un avant et un après. Elle transforme définitivement son rapport au pays. Il comprend que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, une partie de l'opinion restera figée sur ce moment, que la justice éparlée n'y changera rien. La France a déjà décidé ce qu'il incarne. À partir de là, chaque critique trouve un terrain fertile. Chaque polémique se nourrit de cette affaire initiale, elle devient la clé de lecture universelle. Tout passe par elle. Même ce qui n'a aucun lien. Même les silences. Même les absences. Zaya n'est donc pas seulement un nom dans cette histoire. Elle est le point de fixation. Le moment où tout se fige. Le moment où Franck Ribéry cesse d'être un individu complexe pour devenir un symbole simplifié. Un homme réduit à une affaire, puis à une image, puis à une condamnation sans fin. Et c'est précisément là que la fracture devient irréversible, car un homme peut se relever d'une erreur. Il peut survivre à un scandale. Mais il ne peut pas lutter indéfiniment contre un récit collectif qui refuse d'évoluer. À partir de cet instant, Franck Ribéry n'est plus seulement jugé. Il est enfermé. À l'été 2010, l'équipe de France arrive en Afrique du Sud, déjà fragilisée. Les tensions ne naissent pas à Knysna, elles y explosent. Dans ce climat lourd, Franck Ribéry n'est plus seulement un joueur. Il est devenu une figure encombrante, chargée de tout ce que le football français ne veut plus voir en face. À l'intérieur du groupe, les lignes se fissurent. Les clans se forment, les non-dits s'accumulent. Ribéry est perçu comme l'un des leaders d'un vestiaire incontrôlable, associé à une génération jugée arrogante, déconnectée, ingérable. Peu importe la réalité exacte des responsabilités. Dans l'espace public, la narration est déjà écrite. Il faut un visage pour incarner le chaos. Ribéry est disponible. Lorsque survient l'épisode de Knysna, le basculement est total. Le refus de s'entraîner, les images du bus, le silence gêné des dirigeants, tout devient symbole. Et dans cette mise en scène du fiasco, Ribéry cristallise les colères. Son passé récent, encore brûlant, pèse lourd. L'affaire Zaya n'est jamais loin. Elle revient en filigrane, comme une justification implicite,
On ne parle plus de tactique, de préparation ou de gouvernance. On parle de morale, de valeur, de honte nationale. Ribéry tente de prendre la parole. Il apparaît à la télévision, visiblement éprouvé, cherchant à apaiser. Mais ses mots ne passent pas. Sa voix est déjà disqualifiée. Ce qu'il dit importe moins que ce qu'il représente. À cet instant précis, il cesse d'être un individu pour devenir un symbole à abattre. L'homme est dissous dans le récit collectif. Ce moment marque une rupture définitive avec une partie du public français. Les sifflets remplacent les encouragements. Chaque sélection devient une épreuve. Chaque apparition sous le maillot bleu réactive le rejet. Ribéry n'est plus jugé sur ses performances. Il est jugé sur son existence même, sur son accent, sur son attitude, sur ce qu'il rappelle à une nation qui supporte mal ses propres contradictions. Dans ce processus, la Fédération française de football apparaît impuissante. Incapable de protéger, incapable de clarifier, incapable de rétablir une forme de justice symbolique. Le silence institutionnel laisse le champ libre aux interprétations les plus dures. Ribéry se retrouve seul, exposé, assigné à un rôle qu'il n'a jamais revendiqué. Knissna n'est pas seulement un échec sportif. C'est le moment où la relation entre Franck Ribéry et l'équipe de France se brise irrémédiablement. À partir de là, chaque tentative de retour est vouée à l'incompréhension. La confiance est perdue, le lien affectif rompu. Dans l'esprit de Ribéry, quelque chose se referme. Il continue à jouer pour la France, par devoir plus que par élan. Mais l'envie s'effrite. Le poids devient trop lourd, et peu à peu, une évidence s'impose. Il existe des combats que l'on ne peut pas gagner, pas parce que l'on a tort, mais parce que l'on n'est plus écouté. Après Knissna, quelque chose change définitivement dans la manière dont Franck Ribéry se tient face à la France. Il n'y a pas de rupture brutale, pas de déclaration fracassante, il y a un retrait progressif, un éloignement silencieux, comme si l'homme avait compris que le combat ne se jouait plus sur un terrain, mais dans un regard collectif devenu impossible à convaincre. À chaque retour en équipe de France, la même tension s'installe. Les sifflets, les critiques, les débats sans fin sur son comportement, son langage, sa légitimité. Ribéry sent que rien ne sera jamais effacé. Ni les performances, ni les titres, ni le temps. En public, il tient encore. En privé, la lassitude s'accumule. Il donne, mais ne reçoit plus rien en retour. Pendant ce temps, en Allemagne, l'histoire est tout autre. À Munich, Ribéry n'est pas un dossier. Il est un homme. On ne lui demande pas d'expliquer qui il est. On l'accepte tel qu'il se présente. Sa fidélité au Bayern, son attachement à la ville, sa proximité avec les supporters créent un lien profond. Là-bas, ses excès sont perçus comme des failles humaines, pas comme des fautes morales. C'est dans ce contraste que naît cette phrase devenue centrale. En Allemagne, je suis un roi. En France, je suis un problème. Elle ne sonne pas comme une provocation. Elle ressemble davantage à un constat, une manière simple de résumer deux rapports opposés à un même individu. D'un côté, la reconnaissance. De l'autre, la suspicion permanente. Ribéry ne tourne pas le dos à la France par défi. Il se protège. Il choisit un espace où il peut continuer à exister sans être constamment renvoyé à son passé. Ce repli n'est pas une fuite, c'est une stratégie de survie. À force d'être jugé, il apprend à se taire. À force d'être exposé, il se rend invisible. Ce mouvement intérieur s'accompagne d'un changement profond. Ribéry parle moins, sourit moins. Il se concentre sur le jeu, sur sa famille, sur un cercle restreint. La foi devient un refuge. Le vestiaire du Bayern, un abri. La France, un bruit de fond douloureux mais lointain. Peu à peu, l'idée de la retraite internationale s'impose. Non comme un renoncement, mais comme une nécessité. Continuer aurait signifié accepter une guerre permanente. Partir, c'est reprendre le contrôle. En se retirant, Ribéry n'abandonne pas son pays. Il cesse simplement de se battre pour une reconnaissance qui ne viendra jamais. En août 2014, Franck Ribéry annonce sa retraite internationale. Il n'a que 31 ans. Un âge encore jeune pour un joueur de son niveau. Mais l'épuisement n'est pas physique, il est ailleurs. Il vient de ces années passées à devoir se justifier, à porter des fautes supposées, à sentir que chaque geste serait toujours interprété à charge.
Il explique avoir tout donné à l'équipe de France. Les chiffres le confirment. Les matchs, les efforts, les sacrifices sont là. Mais dans ces mots transparaît autre chose. Une fatigue morale, le sentiment d'avoir payé sans jamais être réellement entendu. La décision est nette, sans pathos, sans mise en scène, comme si cette page devait se tourner sans attendre une reconnaissance qui n'arrivera pas. La suite de sa carrière se poursuit loin du tumulte français. Au Bayern, il continue de gagner, de transmettre, de s'inscrire dans une histoire collective qui le respecte. Puis vient l'Italie, à Salerne. Un club plus modeste, un cadre plus discret. Le corps commence à lâcher. Les genoux ne suivent plus. La douleur devient quotidienne. Cette fois, Ribéry écoute. Il s'arrête. La retraite définitive est annoncée sans cérémonie. Pas de grande confession. Pas de tournée d'adieu. Il choisit la discrétion, fidèle à cette trajectoire souvent vécue en marge. À Salerne, il reste, non plus comme joueur, mais comme guide. Il accompagne les jeunes, partage son expérience sans bruit, loin des débats, loin des plateaux. En 2023, il obtient son diplôme d'entraîneur. L'information passe presque inaperçue en France, comme si son histoire demeurait inconfortable, difficile à classer. En Allemagne, les hommages sont plus francs. Les supporters se souviennent. Ils chantent encore son nom. Là, à Basse, la mémoire est moins sélective. Ribéry ne cherche plus à convaincre. Il ne réclame ni excuses, ni réparation symbolique. Il avance autrement, en silence, avec cette idée simple. Il n'a jamais voulu être un exemple. Il a seulement voulu être respecté.